Chers téléspectateurs de TM1, merci de nous retrouver pour ce 4e numéro de votre émission Les Minutes Bagues. Vous connaissez maintenant le concept. Nous essayons de consacrer 52 minutes à l'art contemporain au Mali, en Afrique et dans le monde pour que vous puissiez, avec nous, découvrir tous les acteurs de ce secteur. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir, j'ai envie de dire, deux amoureux et en même temps deux passionnés, chacun dans un domaine assez différent, même si on se retrouve autour de la question de l'art. J'ai avec moi aujourd'hui M. Amadou Sanogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et à ma droite, j'ai M. Sébastien Philippe. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Mesdames et messieurs, pour cette émission, comme je l'ai dit, c'est le 4e numéro. Nous allons, pendant un certain temps, découvrir notre artiste invité, Amadou Sanogo. Vous allez savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses sources d'inspiration. Nous allons prendre le temps d'échanger avec lui et avec l'accompagnement de M. Sébastien Philippe, nous allons aussi, bien entendu, étendre la question de l'art certainement à une autre dimension, celle de l'architecture, certainement, mais aussi celle de la découverte, tout simplement, de ce que nous pouvons avoir comme joyaux dans notre pays, le Mali. J'ai dit que vous étiez deux amoureux et en même temps deux passionnés. Un passionné amoureux de l'art, l'autre amoureux peut-être du Mali et passionné d'architecture. Et donc, nous allons prendre le temps de découvrir tout ceci. Merci encore une fois de nous retrouver. Et sans plus tarder, je veux inviter nos téléspectateurs à découvrir simplement le portrait de notre artiste, Amadou Sanogo. Artiste des plus talentueux de sa génération, Amadou Sanogo est né en 1977 à Ségou. Il se forme à la technique du bogolan, tissu emblématique de la culture malienne, avant de se tourner vers la peinture et d'intégrer l'Institut national des arts. Contrarié par l'enseignement académique, il décide de poursuivre ses propres recherches plastiques et développer son propre langage artistique en autodidacte. Engagé et fédérateur, il crée en 2014 l'atelier Badialan, un lieu de création et de projets collectifs pour les jeunes artistes plasticiens maliens. Aujourd'hui représenté par la galerie Manim A, ses œuvres sont exposées dans les plus prestigieuses expositions et foires d'art contemporain au niveau international. De 2013 à nos jours, il a participé de nombreuses fois à 54 Contemporary African Art Fair à Londres, Paris, New York, Lagos, Marrakech, Cape Town, mais aussi à la Art Paris Art Fair, au Grand Palais, à Akka à Paris et à The Harmony Show à New York. En 2020, il expose de Paroles en parabole en se sert à la Criée, Centre d'art contemporain Rennes en France, qui vient d'ajouter à ses nombreuses expositions individuelles à travers le monde. Aujourd'hui repéré par les collectionneurs, sa notoriété ne cesse de grimper. Ses œuvres ont rejoint de grandes collections publiques. Humaniste et libre penseur, Amadou Sanogo se nourrit de la tradition, notamment les proverbes bambara qui inspirent ses œuvres. En effet, derrière les grands aplats de couleurs et de formes figuratives simples qui caractérisent son œuvre, se cachent beaucoup de symboles et de métaphores. Sa quête artistique est en prise directe avec celle de la société sur laquelle il porte un regard critique teinté d'ironie. Amadou Sanogo exprime, à travers ses tableaux, la quête de l'identité de l'individu au sein de la société africaine, partagée entre valeurs traditionnelles et aspiration à la modernité. Et donc une aspiration à la modernité pour quelqu'un qui est de Ségou, né à Ségou, mais qui peut aussi se revendiquer, je vais dire, de Sikasso. Comment est-ce que vous expliquez cela? Effectivement, il y a une explication parce que mon père vient de la région de Sikasso. Mon père est né à Zangorola, un village qui est à peu près à 40 km de Koutiala. Il s'appelle Zangorola. C'est suite disons, en quête d'une vie meilleure qu'il a fait venir à Ségou pour venir travailler à la Comatex comme ouvrier. C'est cela. Et là, ma mère qui vient de derrière Kati, à Dio Nanegebougou, Oui. qui est un descendant de Nanegue,
Donc, ils se sont rencontrés à Ségou et je suis le fruit de leur rencontre. J'aime le terme que vous utilisez, descendant. Oui. Et je sais que vous avez ce lien aussi très fort à la fois avec Ségou qu'avec Sikasso. Et je vais savoir aujourd'hui si on doit qualifier Amadou Sanogo vis-à-vis, j'ai envie de dire, des rois ou de Ségou ou de Sikasso. Quelle serait votre préférence? À savoir que, certes, moi je suis très impliqué dans les histoires coutumières de mon village Zangorola. Et surtout, mon père vient de la lignée de la chefferie. Mais je suis né à Ségou, mes rêves sont Bambara. Parce que ma mère est Bambara. Et je suis né à Ségou, je suis grandi dans la culture Bambara. Typiquement. Typiquement. Et en ayant au moins souvent certains regards dans le monde Sénouveau Mianka. Parce que j'ai grandi que les Mianka et les Sénoufos qui étaient à Ségou, la plupart venaient fréquenter mon père. Oui. Et à chaque fête de Tabaski, il y avait une très grande fête folklorique des Nyoko, soit des balafons, dont mon père est constamment au cœur de l'organisation parce qu'il est respecté comme façon dont il était respecté au village. Comme un notable de Voilà, comme un notable, Ségou. voilà. Non, comme un notable de la communauté Mianka qui est à Ségou. À Ségou, effectivement. Voilà. Je vais peut-être étendre ma question à Sébastien Philippe, lui qui a fait un certain nombre de travaux de recherche, autant sur Bamako que sur Ségou. Est-ce que vous pensez que la culture à Ségou, la culture ancestrale à Ségou, peut expliquer le fait qu'Amadou ait fait le pas vers l'art? Est-ce qu'il y a un lien direct ou un lien de cause à effet entre le fait qu'il soit né à Ségou, qu'il ait grandi à Ségou, entre cette vie dans ce terroir-là et son amour pour l'art aujourd'hui? Est-ce qu'on peut créer un lien? Bon, le lien que je vois, c'est surtout au niveau de son parcours et son lien avec la tradition. Donc évidemment, Ségou est vraiment empreinte de cette histoire très riche, ces grands empires, Bambara. Et le fait qu'il se revendique, c'est vrai, Bambara, et que c'est les proverbes Bambara qu'il exprime dans ses œuvres, ça découle bien sûr de cette importance et de ces anciens royaumes dont Ségou était la capitale, ouais, je pense. Absolument. Mais maintenant, c'est vrai qu'être né à Ségou, avoir toute cette, j'ai envie de dire, tout ce bagage culturel, à quel moment vous vous dites je vais aller vers l'art? À quel moment vous vous dites il faut que je laisse ce qui était peut-être prédestiné pour moi? Parce que de ce que j'ai appris, vous étiez prédestiné à être ingénieur et vous avez fait le choix radical d'aller vers l'art. Oui, effectivement, c'était un peu compliqué parce qu'à l'école Amdalaï, parmi ma génération, j'étais le meilleur en matière scientifique. Et j'étais bien aussi en dessin et en physique-chimie. Et du coup, mon prof de maths souhaitait que j'aille au moins vraiment faire l'école technique et continuer avec l'ENI. Mais après, le DEF m'a orienté d'aller faire au moins la comptabilité. Et bien avant qu'on arrive à cette phase, il y a mon prof de dessin qui s'appelle Mazé Daou, qui m'a repéré depuis la 7e année pour au moins travailler dans son atelier comme dessinateur sur les Bogolans. Il me donnait les portraits, il me demandait de les reproduire sur les Bogolans. Je n'avais que le rôle de dessiner les personnages sur le Bogolan. Les Bogolans, reproduire les images sur les Bogolans. Mais après, j'ai su au moins développer au moins comment créer au moins un cliché, les motifs de Bogolan. J'ai pris le risque de me lancer. Et les motifs que j'ai créés, souvent, ça crée un certain engouement au niveau des jeunes de Ségou. Donc je faisais les t-shirts et les pantalons en Bogolan. Je vendais. J'avais commencé à récupérer un petit sou. Vraiment, j'étais suffisant. Tout ce que je faisais, ça va quoi. Je n'avais pas au moins d'autres besoins. Est-ce que pour vous, l'art était un moyen depuis cette époque-là, depuis cet âge, d'être indépendant, déjà financièrement? Non, franchement, à cette époque, je ne voyais pas l'art comme un moyen d'être dépendant financièrement. C'était un plaisir pour moi. Uniquement? Uniquement, c'était un plaisir.
Mais ce plaisir se ressentait comment? Est-ce que c'était dans le regard des autres ou c'était simplement celui de la création? Surtout, c'était dans le regard des autres. Parce que chaque fois que je faisais quelque chose, les gens me disaient que ouais, c'est beau, ouais, c'est très joli. Et dans la rue, les gens, en passant, on m'appelait pour me présenter à d'autres. Les Bogolan que tu as vu, c'est lui qui a fait. Donc, en tant que gamin, ça c'est une certaine notoriété que tu commences à gagner venant de certains grands frères. Donc, absolument. Donc c'était le plus important, c'était ça. Mais est-ce que le Amadou Sanogo adulte aujourd'hui est dans la même conception de l'art? Est-ce que la notoriété vaut plus que, je veux dire, les revenus financiers derrière les tableaux que vous faites? Actuellement, les deux volent. Mais à savoir que le plus important, ce n'est pas le prix des œuvres. Le plus important, c'est être avec les autres. J'ai appris avec le monde Bambara que l'une des meilleures valeurs, c'est être avec les autres. Tu viens dans la main des gens et tu pars dans la main des gens. C'est une réalité que nous connaissons et que nous essayons nous aussi d'installer dans cette émission, voilà, parce qu'on aurait pu la faire avec un seul invité. Voilà, donc du coup, je cherche vraiment à me situer dans ce démon parce que moi, j'aime pas trop qu'on me regarde avec le prix des œuvres. C'est beaucoup plus avec la création? Avec la création et avec l'échange entre moi et les autres. Parce que, à savoir que chaque rencontre est bénéfique pour moi. C'est certain. Maintenant, ce que je veux savoir, Amadou, c'est comment vous passez du Bogolan à la toile? C'est à quel moment? C'est à l'INA que c'est en 98 que j'ai fait la découverte des toiles. Et là, ce n'était pas même des toiles, en vrai, c'était des toiles virtuelles. On avait des profs à l'INA qui nous faisaient des projections en diapo. Oui. Et à l'époque, j'étais très influencé. L'une des premières influences que j'ai, c'était les peintures rupestres. Oui. J'ai essayé de peindre comme l'époque rupestre. Et là, c'est les ratés qui m'ont mené dans là où je suis. Jusqu'à présent, je suis admiratif des peintures rupestres. Ça me tend une belle perche pour M. Sébastien Philippe, parce que je sais qu'il a, comme je l'ai dit tantôt, fait un certain nombre d'œuvres de recherche. Et est-ce que Bamako, par exemple, parce qu'on a parlé de Ségou, on peut aussi parler de Bamako. Je sais que vous avez fait un document assez intéressant sur ce gros village qu'est Bamako. Je sais aussi que nous avons ce musée naturel de peinture rupestre qui est à Médina Croix. Peut-être que beaucoup ne le savent pas au niveau du marché de Médina Croix. Est-ce que vos travaux vous ont amené à analyser ces peintures-là? Alors, dans mon ouvrage sur Bamako, la partie préhistorique est assez succincte. Mais en effet, j'ai eu à visiter les sites, notamment également à côté les abris sous roche à côté du musée national. Et les premiers gisements préhistoriques de Bamako. Malheureusement, ce patrimoine, y compris ces peintures, sont aujourd'hui en très mauvais état, quoi, hein, et il ne reste pas grand-chose. Mais en effet, il y a quand même eu également, bien sûr, des traces qui sont parvenus jusqu'à nous de ces premiers hommes qui ont vécu sur ce territoire. Et on sait que ça vous a beaucoup inspiré, mais je voudrais quand même que nos téléspectateurs puissent découvrir comment est-ce que vous vous inspirez, comment est-ce que le travail se fait dans votre environnement naturel, dans votre atelier. Et nous allons revenir juste après ce reportage pour échanger sur le Amadou Sanogo d'aujourd'hui. Reportage. À Paris, que j'ai vu au moins, j'ai fait la découverte de William Kenturida. Je suis tombé sur l'expo de William Kenturida au Jeu de Pommes. J'ai suivi, ça m'a donné une autre dimension de l'art, ainsi de suite. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont fait visiter des expos. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce que c'est que le monde de la peinture, qu'est-ce que c'est qu'une démarche artistique. Les points, une série de douches. Une série de douches, c'était pour parler du système de corruption qu'on a au Mali.
Parce qu'auparavant, les Africains étaient plus indexés, qui veulent détourner l'argent de l'État pour emmener en Europe. Ils détournent l'argent de l'État, ils créent une micro-société et donc seulement les membres de leur famille travaillent là-bas. Donc pour moi, ma vision, c'est comme tu crées une fontaine et c'est toi-même qui reçois l'eau. Et même l'eau qui doit couler, tu poses des bassines encore pour récupérer parce que tu fais travailler ta famille et ça va les pousser à être sous ton contrôle. Parce qu'ils vivent au dépend de toi, donc ils sont obligés de se soumettre. Je travaille sur les points. Les points, c'était pour moi, je parlais de différents questionnements. Parce que pour moi, une réponse suscite chaque fois un autre questionnement. Et ce qui fait qu'en matière de dessin, on nous fait comprendre qu'un trait est l'ensemble des points alignés. Alors que dans la philosophie Bambara, là où je suis né à Ségou, les Bambara demandent à tout être humain de tracer ton propre chemin. Et c'est ce qu'on dit que, en termes Bambara, il faut y à comprendre que on a une société qui est plus basée sur les valeurs sociales, traditionnelles et culturelles, et non des valeurs purement religieuses. Et après, je suis venu sur les boxeurs. Les boxeurs, pour moi, c'est une démarche que j'ai essayé au moins emprunter pour encourager la jeunesse africaine à être plus combative, dont on n'a pas le droit à trébucher. Parce que dans mes réflexions, moi, je trouve que ce monde d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites pour les minables, pour moi. Parce que la religion est faite pour les hommes. Et j'ai une autre question, est-ce que l'homme est fait pour la religion? Et la politique, c'est la méconnaissance de l'autre qui nous amène souvent à détester l'autre et à détruire l'autre. Et moi, je ne suis pas dans cette logique. Je suis curieux parce qu'il y a un autre proverbe de Kasso qui dit que quelqu'un qui pense qu'il connaît, c'est facile de causer avec lui parce qu'il ne va rien apprendre de toi. C'est ce qu'on assiste avec les soi-disant intellos et les politiques. Certes, les fleurs ne sont pas partie de notre... Disons, la culture des fleurs ne fait pas partie de notre culture. C'est une culture, je peux dire, occidentale. Mais vu l'universalité des choses, ça fait partie de notre culture aujourd'hui. Et là, toute cette petite pensée me pousse vraiment à donner ma vision des choses. Est-ce que ça me fait un artiste? Je ne sais pas. Mais quand même, moi, je me vois plus comme un peintre. Et je suis dans une logique de recherche. Et mes recherches m'amènent souvent à déraper, mais c'est un plaisir parce que j'apprends de mes erreurs. Nous revenons après ce deuxième reportage qui nous a permis de comprendre comment se fait le travail, comment est-ce que Amadou Sanogo chaque matin se mobilise dans son atelier pour créer. En parlant d'atelier, je sais que vous avez une dimension très engagée, vous êtes un artiste engagé, est-ce qu'on peut le dire? Engagé, je ne sais pas quelle connotation on donne aujourd'hui au mot engagé, parce que l'engagé, très généralement, aujourd'hui, ça a pris un autre sens. Mais je vois plus comme quelqu'un qui a été conscient de certains vides. Donc, je suis en train de me battre pour combler cette vide, en même temps pousser les jeunes à être conscients et à prendre leur dessin artistique en main. Je vais poser la question tout simplement à M. Sébastien Philippe, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un artiste engagé? C'est une colle qu'il m'a lancée, je vous la lance. Bon, un artiste engagé, c'est quelqu'un qui prend position déjà, qui s'exprime sur des sujets de société, qui n'a pas peur d'aborder certains sujets.
Je pense qu'Amadou aborde des sujets aujourd'hui qui sont très importants, qui font polémique. Mais il est également engagé pour son secteur, pour les jeunes artistes peintres. C'est vrai qu'avec la création de son atelier Badialan, déjà c'était un engagement fort. Et donc il a été précurseur à ce niveau-là, puisqu'après la création de l'atelier Badialan, il y a eu d'autres ateliers qui ont vu le jour. Mais c'est vrai que c'est Amadou et ses premiers collègues, ses premiers amis qui ont créé cet atelier, et c'était vraiment, ça témoignait d'un fort engagement et de fraternité entre eux pour pouvoir avancer ensemble, main dans la main. Il a dit c'est être ensemble, mais c'est vrai que dès le début, dans sa carrière, il a souhaité être ensemble avec les jeunes peintres qui ont commencé en même temps que lui. On a reçu sur ce plateau d'autres artistes pour les 3 premiers numéros. Beaucoup nous ont dit que c'est vrai que l'art contemporain était dans un état, ils ne qualifient pas cela de balbutiement. C'est vrai que ça a évolué un tout petit peu. Et la question que je veux poser simplement, c'est de savoir, est-ce que dans un pays où beaucoup ne s'intéressent pas à l'art contemporain, est-ce que l'engagement peut avoir un impact sur la population, ou bien votre engagement est dans un domaine bien spécifique à vous? Bon, pas forcément dans un domaine spécifique, parce que il y a un truc que les gens doivent comprendre concernant le monde qui nous entoure. Et moi, j'ai vite compris qu'on a un public dont nous-mêmes souvent on a des préjugés sur eux. On pense qu'ils se connaissent alors qu'ils ne connaissent rien. Et donc, une fois que je me suis rendu compte que ceux qui pensent qu'ils connaissent ne savent pas. Donc, il faut au moins se les faire sortir de leur tanière. C'est cela. Du coup, moi j'ai décidé de mettre l'atelier Badialan sur place. Et j'ai compris qu'il y avait une certaine politique. Pour avoir les adultes, il faut passer par les enfants. Si tu parviens à avoir l'enfant dans ton maître, ses parents vont te suivre. Donc, l'un des premiers actes qu'on a posé à l'atelier Badialan, c'est faire un atelier avec les enfants du quartier. Est-ce que vous pensez que les enfants ont un intérêt pour la question de l'art? Les enfants ont un énorme intérêt en faveur de l'art. Le problème est que on a hérité d'une société qui est déboussolée, qui ne sait pas ce qu'il veut. On veut s'identifier à travers l'islam, alors que l'islam, c'est une démarche importée. On veut s'identifier à travers le christianisme, alors que c'est une démarche qui est importée. Et quelle identité nous, on avait? Et quelle identité nous, on a? Cette identité-là, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'affirme ça. Est-ce que dans votre travail de tous les jours, vous réussissez à faire sortir cela? Est-ce que c'est ça qui vous inspire spécialement dans vos toiles? Moi, j'ai même travaillé sur des toiles qui me critiquent, qui critiquent le monde qui m'entoure. Par exemple, les sans-têtes. Moi, j'ai eu les sans-têtes, c'était de dire qu'au Mali d'aujourd'hui, il n'y a pas d'intello, on n'a que des corps en évidence. Il n'y a pas d'intellectuels. On a que parce que tout le monde au Mali, si tu parles d'intellectuels, on va te sortir. Ici, sortant de Sorbonne, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Japon, mais sur le terrain, il ne faut rien. L'une des seules politiques qu'ils ont, c'est comment je peux m'enrichir au profit, au détriment de toute une nation. On aura le temps de revenir à ce lien que vous faites entre l'art et la politique, mais j'avais vraiment une question, j'ai envie de dire en lien avec le travail de tous les jours que vous faites. On a parlé de la télé Badialan, on sait que vous-même, vous produisez beaucoup, même énormément. On a vu grâce à ce premier reportage que vous êtes assez prolixe en termes de création, et à la bonne heure, ce sont des créations qui sont beaucoup appréciées. Mais ma question aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez essentiellement. Est-ce qu'il y a un ou deux sujets qui sont des sujets de prédilection pour Amadou Sanogo? Non, au fait, actuellement, moi, je suis plus dans la logique du questionnement que j'avais commencé à un moment donné, mais j'avais abandonné. Mais après, je suis revenu sur le questionnement. Sinon, souvent, je travaille par thème. Mais je n'aime pas qu'on m'impose des thèmes. J'aime sentir un certain thème pour au moins ça. Parce que j'aime pas qu'il y a trop d'émotions qui bouffent mes travaux. Ce qui fait que mes critiques commencent par ma personne d'abord. Avec une certaine distance que vous réussissez à installer dans ce que vous faites. Effectivement. Maintenant, je vais
je ne dirais pas faire du coq à l'âne, parce qu'on reste vraiment dans le même domaine, mais c'est une petite question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. C'est quel est le lien qu'on peut créer entre l'art et l'architecture? Je pose cette question-là parce que nous avons reçu sur ce plateau pour le premier numéro Cheikh Diallo, qui est, comme vous le savez, designer, mais avant d'être designer, vraiment, qui est passé par la case architecture et qui semblait nous faire comprendre qu'il n'y a vraiment pas de différence. Est-ce que vous pensez qu'on peut ou avoir un pont entre les deux, ou est-ce que l'art, finalement, l'architecture, finalement, c'est aussi de l'art, ou ce n'est que de l'art? On dit que l'architecture est le premier des arts, mais parce qu'il englobe tous les autres, finalement. C'est vrai que nous, à l'école d'architecture, on a des cours d'art plastique, on a des cours de sculpture, on a des cours voilà, de scénographie, voilà, donc toutes ces disciplines, on a quelques notions. Et donc, bien sûr, l'architecte est sensible aussi à l'art, à toutes ces disciplines, à la peinture, après en fonction de nos propres sensibilités. Absolument. Mais bien sûr, l'architecte, alors certains plus que d'autres, mais quand on conçoit un bâtiment, il y a quand même le côté esthétique, il y a quand même le côté artistique. Et notamment, voilà, je me suis rapproché dernièrement, j'œuvre pour également que l'architecture, l'ordre des architectes notamment, entre au sein de la FEDAMA. Parce que les architectes au Mali sont des artistes. Absolument. Et ils doivent allier leur voix également à toutes les autres disciplines de l'art au Mali. Ça me permet de tenter de connaître en fait votre sentiment du développement de l'art, peut-être plus globalement de la culture, mais de l'art spécialement. Au Mali et en Afrique, est-ce que vous pensez que c'est un domaine aujourd'hui, si on prend la dernière décennie par exemple, peut-être pas pour le cas malien, parce qu'on sait que c'est un pays qui a subi beaucoup de crises depuis disons, 2012. Mais est-ce que globalement, sur ces 10 dernières années, au niveau de l'Afrique, vous pensez qu'il y a un développement intéressant à observer sur l'art contemporain? Bon, je pense que tous les spécialistes de l'art sont unanimes. Hein. C'est vrai que c'est le tissu africain, la jeunesse africaine est très productive au niveau de l'art. Moi, c'est surtout le tissu malien que je connais. Et même à l'échelle du Mali, c'est vrai que la création du conservatoire était quand même un booster, hein, a vu sortir des personnalités aujourd'hui qui sont de plus en plus reconnues. Et je trouve que le secteur, moi voilà, je me dis ami des artistes, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup aller vers eux, Absolument. aller discuter avec eux. Je trouve qu'ils sont très solidaires dans une période, comme vous dites, qui est quand même difficile au Mali depuis 10 ans, un peu plus. Malgré tout, où il y a beaucoup de raisons de perdre espoir. Oui. Les artistes, les jeunes, quand je vais les voir, je trouve qu'ils sont tellement courageux. Souvent, ils vont à l'encontre de certaines valeurs de la société. C'est difficile d'être artiste. Souvent sans moyens également. Absolument. Donc voilà, certains peignent avec leurs doigts. Hein, au début, Amadou notamment, il a fait son... il est sorti de l'INA avec des œuvres où il sans pinceau, c'est avec ses doigts qu'il a fait ses œuvres. Alors, pas par choix ou par manque de moyens, mais j'en ai rencontré beaucoup. Voilà, ils utilisent la terre ou le sable parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la peinture. Donc, malgré tout, ils sont très, très solidaires, très courageux. Et je trouve que voilà, il faut les soutenir parce qu'ils le méritent. En termes de soutien, je sais que depuis quelques années, vous travaillez à faire sortir de terre un centre dédié à la question de l'art. Et que vous travaillez aussi ensemble sur ce centre-là, parce que pour ne rien cacher à nos téléspectateurs, Sébastien Philippe est donc l'architecte qui œuvre à la création de ce centre avec Amadou. Mais c'est dans quelle intention? Pourquoi ce centre? Au fait, pourquoi ce centre? Si au moins l'idée n'était pas là, il fallait créer, parce que d'après les différents voyages que j'ai faits sur l'international, et en causant avec les jeunes artistes sur place et en référant sur mes parcours, je me suis dit qu'il faut un espace pour aiguiller les artistes à être préparés pour les marchés. Certes, j'ai eu la chance depuis 2006, disons depuis 2004, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Fleury à Bamako ici, qui m'a amené à Ségou. Suite à ça, j'ai rencontré Simon Djamé en 2006, et dès lors Simon, Pascal Martin Taillou, Billy Bidjoka, Cheikh Diallo. C'est une chance pour moi en 2006 de rencontrer cette belle palette des artistes sur le plan international qui m'ont beaucoup coaché, qui m'ont beaucoup apporté. J'ai dit, je pense que d'autres de ma génération et d'autres de mes frères
auront besoin de ça. Totalement. Et comment il peut y avoir ça? Parce qu'il faut une structure adéquate. Et quel genre de structure on peut mettre sur place pour eux? J'ai réfléchi un peu à la manière de Cité internationale des arts de Paris. Oui. Et j'ai dit, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on essaie de faire notre propre cité à Bamako, ici? Est-ce que dans cette démarche-là, vous avez eu les accompagnements qu'il fallait, ou est-ce que vous vous dites, ce projet c'est le mien, je vais foncer tout Non, seul? l'idée vient de moi seul. J'étais seul Dans la démarche? dans la démarche, et j'ai eu la chance de rencontrer Fondation Total à Paris lors de mon expo en 2017, qui sont passés l'expo. Ils ont apprécié l'expo, ils m'ont dit qu'ils ont des projets pour deux continents, l'Afrique et l'Asie. Oui. Mais ils cherchent d'abord les pays et des projets. Moi j'ai dit, nous au Mali, j'ai un projet pour le Mali, si ça vous dit. Je les ai expliqués, apparemment je suis parvenu à les séduire. Excellent. Ils ont décidé qu'ils n'ont jamais intervenu dans le monde de l'art, mais avec les projets que je les ai soumis, ils sont intéressés. Et ils continuent, j'espère, à vous Voilà, accompagner. ils continuent, Fondation Total à participer à la construction. Il y a d'autres partenaires aussi qui se sont manifestés, mais on les attend. Vous les attendez. Je sais que vous êtes, vous ne le dites pas, mais vous-même impliqué beaucoup dans la question de l'art, parce que de mes petites recherches, je sais que vous êtes quelqu'un de très attaché, pour ne pas tout dire, à ce musée, Arsène Club de Tombouctou. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est cette première expérience avec ce musée-là qui vous amène aujourd'hui à collaborer avec des artistes comme Amadou Sanogo? Oui, alors en effet, j'avais travaillé sur ce musée à Tombouctou qui retraçait l'histoire de la ville. Donc voilà, c'est ma casquette un peu d'urbaniste, architecte qui est toujours derrière. Mais à travers ce musée, la muséographie et puis les lieux de rencontre que sont ces lieux que sont les musées et l'art. Donc voilà, oui, Amadou Sanogo, donc on se connaissait déjà, et ce projet a été l'occasion de nous rapprocher et de pouvoir concevoir un lieu pour lui et les artistes peintres maliens, un lieu de rencontre surtout. C'est comme ça qu'on a voulu réfléchir ce bâtiment, de rencontre et ouvert. Alors ouvert sur la ville, parce qu'on a la chance d'avoir eu à travailler sur un site magnifique. On surplombe la ville de Bamako, donc le bâtiment est très ouvert sur la ville. Oui. Et puis donc un lieu de rencontre pour les artistes maliens, mais les artistes étrangers, puisqu'il y a une dimension résidence d'artistes, avec des chambres à l'intérieur dans ce bâtiment, des lieux de travail, des lieux d'exposition. Une dernière question, on compte l'ouvrir quand, ce centre? Fin d'année. Début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Eh bien, j'espère que quand le centre sera ouvert, on aura l'occasion, nous, d'aller non seulement visiter, mais que vous allez aussi accueillir un certain nombre d'événements. Ça va me permettre, moi, simplement de présenter l'agenda international à nos téléspectateurs, parce que dans cette émission, on essaie de faire comprendre la dynamique de l'art dans le monde et au Mali. Donc, en un premier point, je veux inviter nos téléspectateurs à suivre cette petite capsule sur l'agenda de l'art au niveau international. Du 12 juin au 31 juillet, la Galerie du Fleuve de l'Institut français de Saint-Louis au Sénégal présente Matière, Manière et Société, réunissant les œuvres des artistes du collectif malien Team Art. Sous le titre Mon pied, ton pied, 10 photographes bamakois présentent leurs œuvres dans une exposition à Bobigny en France du 6 mai au 3 juillet 2021. Dans le cadre de la saison Africa 2020 et en collaboration avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'artiste Kémy Basséné présente une œuvre inspirée des archives photographiques et audiovisuelles du musée sous le titre The African Shade Laboratory, visible jusqu'au 26 septembre 2021. Après Abidjan, l'exposition itinérante Contemporary Bénin, qui regroupe plus de 150 œuvres d'art contemporain réalisées par 14 artistes béninois, fait halte à Cotonou en septembre avant de s'envoler vers Dakar en décembre. Sur cet agenda international, on voit que malgré la Covid, les choses bougent. On voit que malgré la Covid, l'art ne dort pas, ou l'art ne veut pas mourir. Est-ce qu'au niveau du Mali, on peut en dire autant? Bon, en fait, moi personnellement, je peux dire que les choses sont en ralenti, mais ne sont pas totalement arrêtées. Parce que jusqu'à présent, je parviens à vendre quelques jeunes artistes. Oui. Donc, ça va.
Mais J'ai des amis, même il y a une semaine, j'ai vendu au moins deux pièces de deux jeunes. ça continue de... Voilà, ça continue parce que je commence à utiliser mes relations, mes amis. Je les invite, souvent je fais les photos, je les envoie au moins les photos des jeunes artistes d'ici. Et il y a un tel artiste, il y a un tel artiste. J'aimerais que tu regardes. Et par coup de chance, la plupart des cas, les artistes la vendent. On a beaucoup parlé de la jeunesse. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel? Si. Est-ce que ce potentiel, j'ai envie de dire, hein, en termes d'économie, en termes de finances, est-ce que ce potentiel est viable? Parce qu'on sait que malheureusement, c'est un domaine, surtout au Mali, qui a encore besoin d'être boosté. Est-ce que ce potentiel peut être boosté dans notre pays? Si, ça peut être boosté. Mais Kébé, je vais vous dire quelque chose. Oui. La liberté en tant que telle, on donne jamais. Soit on l'arrête, soit on vole. Avec moi, les artistes ont appris au moins à s'assumer. Et dans 10 ans, vous n'allez jamais voir les artistes qui râlent. Ils seront totalement autonomes? Ils seront totalement autonomes. Déjà, j'ai mis comme pression, la plupart des jeunes artistes commencent à se motoriser déjà et avoir le courage d'acheter leur propre parcelle pour construire. Ouais. Parce que l'image des artistes qu'on avait au Mali, c'était au moins les racailles, les gens qui n'ont pas d'avenir. Qui n'ont pas d'avenir. Moi, j'ai dit stop. Si on veut que les gens nous respectent, c'est à nous de se respecter. Est-ce qu'au niveau politique, ce stop-là est entendu? Ah non, au niveau politique, ce stop-là n'est pas entendu. Mais comme je t'avais dit, même le monde politique a besoin d'être éduqué. Parce qu'on ne sait pas qu'ils ignorent ce qu'on fait, ils ne connaissent pas. C'est la méconnaissance qui fait que la politique n'arrive pas à s'intéresser à l'art. En fait, dans une interview, je disais à Sébastien Philippe, avant qu'on commence cette émission, que vous avez dit, et j'ai trouvé la formule très belle, que pour certains, on ne peut pas parler d'art dans un pays comme le Mali parce que beaucoup ont faim. Et vous avez dit que toutes les nourritures ne passent pas par le ventre. Toutes les nourritures ne passent pas par la bouche, parce que l'intellect aussi a besoin d'être nourri. Est-ce qu'on peut tenir ce discours dans un pays comme le Mali aujourd'hui qui fait face à la guerre, qui fait face à une série de crises institutionnelles, sociales et tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir ce genre de discours pour promouvoir l'art? Bon, je pense, en effet, bien sûr, c'est complémentaire, tout le monde a besoin de manger. Donc d'où, voilà, les artistes ont besoin de vendre des œuvres, hein, c'est la finalité quand même, pour pouvoir gagner leur vie. Donc nous, on est un groupe aussi de collectionneurs, d'amis des artistes qui sommes là. On essaye de se mobiliser, même pendant cette période Covid, on a malgré tout, on assiste à des expositions ici, parce que le but, il faut que voilà, les artistes ne pouvaient plus voyager. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même plusieurs événements ici. Il y a eu beaucoup de vernissages. Et ça a débouché sur des ventes. Voilà. Évidemment, on aimerait en avoir plus, on aimerait qu'il y ait plus de Maliens, qui soient intéressés à l'art et qui achètent des œuvres. C'est dommage que la plupart des œuvres partent à l'étranger, parce que ce sont des étrangers qui les achètent. Donc on essaye de faire venir nos amis aux différents vernissages pour qu'il y ait de plus en plus d'œuvres qui restent ici et qui soient exposées, puisque c'est la vitrine du Mali également. Hein. Moi, en tant qu'architecte, quand j'ai réhabilité le palais présidentiel de Koulouba, j'ai voulu, avec le président Ibeka, faire que le palais de Koulouba soit aussi la vitrine de l'art du Mali. Donc chaque pièce du palais est pourvue d'au moins une œuvre d'artiste malien, une collection 100% malienne. Voilà, pour que les visiteurs officiels puissent voir, ah, ce peintre-là, il m'intéresse, et voilà, puissent déboucher sur des ventes. Hein. C'est de toute façon la finalité. Donc il faut, bien sûr, il faut faire nourrir sa bouche, mais l'intellect, bien sûr, est très lié, et les artistes, les jeunes artistes ont toute leur part à jouer dans les crises que nous connaissons actuellement et dans le futur. Hein. Certains thèmes abordés sont très, très actuels, et justement, c'est aussi des moyens de communication pour aborder certaines thématiques avec les politiques. En effet, pour revenir sur la question des thématiques, je sais qu'Amadou a travaillé sur une toile en 2013 qu'il a intitulée « Qui doit faire ?» Aujourd'hui, pour promouvoir l'art au Mali, qui doit faire? Les artistes ou les politiques? La politique ne peut pas promouvoir l'art sans les artistes. Parce que si jamais on les laisse faire, ils vont politiser l'art. Et là, ça va devenir une histoire de clan, comme on est en train de voir dans le monde des politiques. Alors que on est en train de refaire vraiment les circuits artistiques au Mali. Si on commence tout de suite à mettre des clans, c'est une démarche qui est vouée à l'échec.
Donc moi, je ne soutiens pas très généralement, je ne suis pas pour cette genre d'image que la politique décide. Là. Si la politique veut se mêler de l'art, que ce soit en présence des artistes, que les artistes ont leur mot à dire. Parce que franchement, le monde de la politique, ils sont ignorants de notre monde, franchement. Est-ce qu'il y a véritablement une certaine forme d'union entre les artistes maliens au Mali? Est-ce que chacun n'est pas dans son petit cocon, excusez-moi du terme, est-ce que chacun n'est pas dans son petit monde, ou est-ce que les artistes réussissent à s'unir et à travailler ensemble? Non, à mon niveau, moi je ne sens pas facile. Et moi je cherche des opportunités à n'importe quelle couche d'art au Mali. Et tout le monde réussit à suivre cette dynamique. Ce qui fait que là, n'importe quel coin que je sors, moi j'ai du respect envers mes autres collègues. Si au moins je cherche des opportunités pour les dramaturges, pour les cinéastes, les photographes, les peintres, les sculpteurs, tout. Vous êtes installé au Mali depuis 2001, d'après ce que j'ai lu. Ça fait bientôt 2 décennies. Donc la petite question que je vais poser, c'est vraiment votre appréciation de l'évolution de l'art. Est-ce que nous sommes dans une situation similaire à 2001 ou est-ce que vous pensez que ça a évolué? Et si oui, comment? Je pense que contrairement à d'autres secteurs, c'est un secteur qui a beaucoup évolué. Moi, j'ai appris à le connaître avec le temps. J'ai appris à connaître les artistes les uns après les autres. Et je trouve que cette dynamique est très forte, notamment avec ce système d'ateliers, de cette cohésion qu'il y a vraiment entre les artistes. Quand nous avons monté cette exposition à Dakar avec Eiffage, qui était l'entreprise qui a œuvré sur le palais de Koulouba, oui. Voilà, il y a un ami de Dakar qui s'appelle Mauro Petroni, qui est venu pour rencontrer les artistes ici, pour voir quels artistes pouvaient aller exposer à Dakar. Et finalement, sa conclusion a été, on ne va pas en choisir 1 ou 2 ou 3, parce qu'il y a quelque chose qui est assez unique ici à Bamako, c'était justement cette notion d'atelier. Et c'est vrai que quand vous alliez à l'atelier Badialan ou à un autre atelier, si vous êtes face à un artiste, il va vous présenter et essayer de vous vendre les œuvres de ses collègues. Donc c'était quelque chose qui a marqué cet ami Mauro Petroni. Et finalement, on a invité des ateliers. C'est cela. Et chaque atelier est venu présenter certains de ses membres et certains de son travail. Donc c'est une cohésion qui fait plaisir à voir et qui donne de l'espoir aussi. Donc c'est vraiment un secteur, je trouve, qui a beaucoup évolué et qui a encore beaucoup d'avenir. Pour les 20 prochaines années, comment est-ce que vous voyez le secteur de l'art au Mali? C'est une question piège. Ouais, c'est un peu. Pour quelqu'un qui ne veut pas être dans les cases, vous demandez de vous projeter sur les 20 ans. Est-ce que c'est une difficulté? Sur les 20 ans, mon souhait est qu'il y a plus de centres comme Makoro. Oui. Parce que comme j'ai commencé les ateliers, il y a beaucoup d'ateliers et tous les ateliers ont été porteurs. J'aimerais, parce que je suis en train de pousser déjà les jeunes artistes et que dans les domaines de l'art dramatique, photo, de créer des projets, essayer d'aller au-delà de ce que je suis en train d'imaginer. Ces pays-là, c'est à nous de le faire. Personne ne va venir faire à notre place. On n'a pas demandé à être malien, c'est la loi divine, donc il faut assumer. Et il faut s'assumer. Voilà. Je veux aussi, pour l'artiste engagé que vous êtes, parce qu'on en a beaucoup parlé. Toi, tu es sûr que je suis engagé? Je ne l'ai pas dit, Sébastien l'a dit. Donc, engagé parce que, comme vous l'avez dit, si vous avez des œuvres, comme je l'ai dit tantôt, qui doit faire, je pense que c'est un questionnement. Et ce questionnement-là, de l'analyse que j'en fais moi, en tous les cas, parce que quand on regarde, malheureusement, je ne sais pas si on a une image de cette œuvre-là, mais c'est une œuvre qui nous ramène à la question de la corruption, déjà en 2013, à la question de l'engagement. Donc, pour moi, vous êtes un artiste engagé, ne serait-ce que sur cette base-là. Mais maintenant, je veux peut-être aller sur une autre dimension. Elle est peut-être moins politique. Elle est en lien avec les acheteurs. Elle est en lien avec le profil des acheteurs au Mali. Je ne parle pas des acheteurs étrangers. Mais au Mali, est-ce qu'on a un profilage, est-ce qu'on a un profil type d'acheteurs? Des œuvres, est-ce qu'on sait qui achète les œuvres? J'ai au moins toute une liste de Maliens qui achètent, franchement. Elle est encourageante ou est-ce qu'on doit l'encourager à grandir? Elle est encourageante et on doit encore l'encourager parce que au début, j'étais un peu hésitant, j'étais plus dans la logique du marchandage.
Je les fais croire que avoir une œuvre d'art, soit aimer une œuvre d'art, c'est un choix. Le prix, tu l'assumes, soit tu laisses tomber. Parce que éviter de mettre l'artiste dans une logique de commerçant, sinon il ne va plus travailler. Il va au moins être plus commercial qu'artiste. Beaucoup plus industriel. Et, voilà. Et là, je dis chaque fois aux artistes, vous n'êtes pas des vendeurs d'œuvres. C'est à l'œuvre de se vendre. C'est cela. Vous ne faites que travailler et arrêtez de vous considérer comme des artistes. C'est un métier comme tant d'autres. Vous êtes en train de faire. Est-ce que ce message est compris et entendu? S'il y a quelques-uns qui ont compris. Et qui essaient de suivre les conseils. J'imagine, regarde, il y a un jeune à la télé Badiana, Diakari Diatraoré, au moment qu'il venait à la télé. Et aujourd'hui, c'est différent. Il a grandi? Ah non, je ne peux pas dire que Sébastien peut en témoigner. Et au moment qu'on a été avec Mohamed Diabaté aujourd'hui, il a grandi. Je vais poser une question au collectionneur que vous êtes. Est-ce que l'art s'achète à son juste prix au Mali? Alors, tout dépend de l'artiste, tout dépend de la renommée, de l'expérience de l'artiste. C'est vrai qu'il est aussi important, c'est vrai que c'est quelquefois un peu problématique pour moi, qui suis collectionneur, quand un jeune diplômé, des fois, vend des œuvres à un prix déjà très élevé. Bon, voilà, j'ai des discussions avec eux, je leur dis, mais tu vends une œuvre 800 000 francs, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux pour toi de baisser, d'en vendre 10 à 80 000, oui, d'être exposé dans 10 endroits différents, parce que ce sont des œuvres quand même qui sont exposées chez les particuliers qui voyagent. Et c'est quoi l'objectif? D'avoir 800 000 tout de suite dans ta poche? Ou finalement d'avoir 800 000 au final, mais que tu aies 10 œuvres qui soient exposées et de te faire plus connaître, etc. Donc c'est une discussion. Je sais qu'Amadou aussi, on la partage. Mais le prix des œuvres doit augmenter avec la renommée de l'artiste, avec voilà, montrer déjà que l'artiste doit montrer de quoi il est capable, avoir une continuité aussi dans son travail. Il y a certains artistes qui font des choses extraordinaires et puis finalement après ils passent par une phase plus morte. Oui. Voilà, le travail n'est pas toujours en continuité, la qualité du travail non plus. Voilà, donc je pense que l'artiste doit faire aussi ses preuves et montrer de quoi il est capable. Moi, voilà, même pour moi, hein, quand je suis arrivé au Mali, l'architecte, s'il est aussi artiste, voilà, il faut aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Quand on est jeune diplômé, d'abord on montre de quoi on est capable. Et après, quand on peut accumuler les références et les œuvres, on peut se vendre plus cher. Et ces jeunes artistes ont besoin d'avoir un espace pour montrer ce qu'ils font. Vous avez parlé du centre. On a un certain nombre de galeries aujourd'hui au Mali qui accueillent des activités, qui accueillent des expositions, qui accueillent des vernissages. Et je veux, avec votre permission à tous les deux, présenter l'agenda national, cette fois-ci, l'agenda de l'art au Mali, et espérer que nos téléspectateurs vont aller visiter justement le travail de ces artistes et de ces jeunes artistes. L'agenda. Le collectif Yamaru Photo propose l'exposition itinérante sur le mur dans les écoles de Bamako, réunissant les photographies de plusieurs artistes maliens. L'exposition sera visible jusqu'au mois de septembre. La galerie Médina rend hommage à Amsil à partir du 12 juin. Jusqu'au 31 juillet, Bamako Art Gallery expose les œuvres expressionnistes de Diakari Diatraoré et Moussa Traoré, réunies sous le thème « Dualité ». Vous voyez que l'agenda national aussi n'est pas aussi mort comme certains l'auraient pensé, parce que malheureusement, dans le domaine de l'art, il y a aussi beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues. Les jeunes artistes créent, les jeunes artistes font le maximum pour créer. J'ai envie, moi, de vous poser une dernière question, parce qu'on en arrive pratiquement à la fin de cette émission, à commencer par M. Sébastien Philippe. La question est en lien tout simplement avec la question de la formation. Est-ce que vous pensez que un domaine comme l'art, où on a beaucoup de sensibilité, où on a beaucoup d'inné, est-ce qu'on peut transmettre cela par l'école, par exemple, ou par le cadre du centre avec les jeunes enfants? Bon, je pense que c'est un tout. Bien sûr, il faut passer par cette formation. Je trouve que notamment les doyens, parce qu'il y a des grands artistes, des doyens, moi j'aimerais les voir plus dans les écoles, justement dans cette transmission. Je voudrais voir des grands noms intervenir plus au conservatoire ou à l'INA, par exemple. Et passer sur ce plateau, pourquoi pas? Bien sûr, oui. Mais voilà, la formation académique
va de pair avec, bien sûr, tout ce qu'on apprend à côté, de la culture générale, les ateliers, les expériences qu'on peut avoir entre les artistes avec les doyens, mais aussi avec des artistes étrangers, etc. Donc il y a la formation à l'école, mais il y a également tout ce qui est à côté. Et cet à côté fonctionne très bien ici. Si on vous tendait tout de suite un micro pour un plaidoyer pour l'art au Mali, ça peut être quoi votre discours? En quelques mots. Bon, moi je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez impressionné par la vitalité de ce secteur. De ces jeunes, hein, parce que bon, je viens de parler des doyens, mais le secteur avec ce boom du conservatoire quand même est composé de beaucoup de jeunes. Je pense ils méritent vraiment d'être aidés, et je pense qu'ils ont vraiment une part très importante à prendre dans le Mali d'aujourd'hui. On parle de Mali Koura, le nouveau Mali, avec des nouvelles idées, et justement tous ces jeunes, il faut aller chercher dans leurs œuvres, parce qu'ils parlent de toutes ces problématiques, de toutes ces choses. Il y a le discours politique. Le discours politique, des fois, il n'est pas facilement audible. Et justement, voir une œuvre d'art et voir l'artiste vous expliquer qu'est-ce qu'il a voulu, parler de la corruption, parler justement des hommes politiques. Je trouve que c'est un très bon moyen de communication, et les politiques aussi devraient plus s'appuyer sur les artistes pour faire passer certaines de leurs idées également. Je vais vous poser la même question, vous tendre le même micro pour votre plaidoyer en faveur de l'art au Mali. Pour contribuer à l'essor de quelque chose, il faut avoir le sens de chercher à connaître qu'est-ce que c'est. Si j'invite au moins le peuple à être curieux, qu'on sort un peu de statu quo, de tout ce qu'on ne connaît pas, on bannit. Oui. C'est les Maliens par excellence. Tout ce qu'on ne connaît pas, on bannit. Alors que tout ce qu'on ne connaît pas, on doit être curieux de chercher à connaître. Absolument. Et j'invite les gens à être curieux, à se dépasser, à sortir du carcan, al-haram ou bien quoi, qu'ils aillent essayer d'aller en avant. Essayer souvent d'affronter l'interdit. Et de le comprendre aussi. Et de le comprendre. Parce que tu ne peux pas parler de l'interdit sans en faire. On ne peut pas être au chaud et parler du froid. Totalement. Voilà. On ne peut pas, dans un pays sahélien, parler de neige sans Donc, avoir été dans la neige. Là, les artistes sont un élément composant de leur univers. Et les artistes ont besoin d'eux, et aussi, je pense qu'ils auront besoin des artistes au moment qu'ils vont approcher les artistes pour connaître leur langage, les langages artistiques. Parce que l'art est au service du public. Absolument. On ne peut pas dissocier l'art au public. Je vais, pour la toute dernière question de cette émission, vous demander, on sait qu'en 2022, on prend rendez-vous avec vous, début 2022, pour l'ouverture du centre Makoro, mais quel est l'agenda immédiat de Amadou Sanogo? L'agenda immédiat? Bon, pour l'instant, je t'informe que le centre, c'est juste une idée que j'ai lancée, oui. Mais le centre ça ne sera pas porté uniquement par moi. D'accord. Je continue avec mes créations artistiques. J'ai des propositions. Bien sûr, vous restez l'artiste dans l'âme. J'ai des propositions d'expo aux États-Unis et que je suis en train de travailler. Excellent. Donc, on prend rendez-vous? Déjà, même à l'heure même, je suis en train, il y a une expo à Paris, au musée du jour, à la galerie du jour de Agnès B. Ouais. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'a retenu parmi les élites de la création photographique africaine. C'est une chance pour moi. Et Malik Sylvain Sirouketa, DJ Odjekere. Ouais. C'est de grands noms. Voilà, et je suis le plus jeune dans les lots, donc ça va. Avec toutes nos félicitations, on va souhaiter que le meilleur à Amadou, à vous aussi, Sébastien Philippe. Merci beaucoup véritablement d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé avec nous pendant quelques petites minutes encore toute cette grande expérience. Je sais qu'il est assez modeste, il dit qu'il est assez jeune, mais c'est une grande expérience, c'est une mine d'or pour le Mali. Vous remercier encore une fois d'avoir fait ce déplacement pour nos téléspectateurs de TM1 et donner avec votre permission à tous les deux. Rendez-vous à nos téléspectateurs pour un prochain numéro des Minutes Bagues sur TM1, la télé qui vous allume.